Bonjour. Quatrième partie de l'étude du mouvement d'un projectile dans le champ de pesanteur terrestre. Un petit résumé des épisodes précédents. Nous avons défini nos objectifs, établir les 6 équations horaires du mouvement. Nous avons choisi notre système étudié, c'est une balle de golf ponctuelle de masse m. Nous avons choisi notre référentiel d'étude, le référentiel terrestre qui sera supposé galiléen. Et nous avons dressé le bilan des forces. Notre balle de golf va se déplacer dans le champ de pesanteur terrestre. Elle sera donc soumise à son propre poids. Nous avons fait le choix de négliger les forces de frottement de l'air. Notre balle de golf sera donc en chute libre. Cette fois-ci, on va s'intéresser aux conditions initiales, c'est-à-dire ce qui se passe à l'instant t égale 0. L'instant t égale 0, c'est, rappelons-le, le moment où le contact entre le club de golf et la balle de golf n'existe plus. C'est à ce moment-là qu'on déclenche le chronomètre et qu'on commence à étudier le mouvement. Nous en avons l'intuition, à l'instant t égale 0, 3 éléments vont avoir une importance capitale pour la suite du mouvement. La position de la balle, la vitesse communiquée à la balle et l'angle de tir. Si vous voulez lancer un caillou de l'autre côté de la rivière, vous allez vous approcher le plus près possible du bord de l'eau. Si c'est possible, vous allez grimper en haut d'un monticule. En tout cas, on voit bien que la position initiale a une importance capitale. Ces informations, elles sont contenues dans le vecteur position à l'instant t égale 0, le vecteur position initial que nous allons noter OM0. Avant d'en venir à notre situation, celle de la balle de golf, imaginons d'autres cas. Imaginez donc que la balle se trouve à l'instant initial au point M0. Le vecteur position sera celui qui relie l'origine de repère jusqu'à la position M0, le vecteur donc OM0. Et déterminer les conditions initiales, ça va consister à donner les composantes, les coordonnées de ce vecteur position initiale, donc coordonnées qu'on va appeler x0 et y0. On voit bien sur notre schéma que x0, qui est ici, sera un nombre positif, y0 sera également positif, et ces deux nombres vont s'exprimer en mètres. Un deuxième exemple, notre golfeur place sa balle en haut d'un monticule que je représente ici. Donc la balle à l'instant t égale 0 se trouve en ce point-là. On va imaginer que la hauteur du monticule est notée h, avec h qui sera égal par exemple à 2,0 mètres. On veut déterminer donc les composantes, les coordonnées de notre vecteur position initiale. On va tracer notre vecteur, donc bien sûr il part de l'origine et il va jusqu'à la position initiale de la balle. Voici notre vecteur OM0. Ces coordonnées sont simples à trouver. On va avoir x de 0 qui est égal à 0 mètres et y0 qui sera égal à plus h, attention, toutes ces composantes peuvent être éventuellement négatives. Ici, on est bien au-dessus de l'origine, donc la composante y0 est positive, et donc ça nous donne plus 2,0 mètres. Un dernier exemple, imaginons que l'on tire notre balle de golf depuis le fond d'une cuvette, un bunker. Voilà, ici. Donc notre balle de golf initialement se trouve à cet endroit-là. Donc on se situe, on va imaginer, à une distance petit d de l'axe des ordonnées et à une profondeur que je vais noter h. On va donner des valeurs numériques. Donc h, on va dire que c'est égal à 2,0 mètres pour notre profondeur. Et la distance petit d, on va dire 1,5 mètres. Ce sont des valeurs pour illustrer simplement. Et donc les composantes de notre vecteur position initiale, qui seront donc x0 et y0, il faut faire très attention puisque on observe sur notre schéma
que la balle se trouve à gauche de l'axe des ordonnées. De ce fait, x0 sera négatif. Donc on aura x0 qui sera égal à moins d, c'est-à-dire moins 1,5 mètres. De la même manière pour y0, notre balle se situe en dessous de l'axe des abscisses. Et donc là aussi, notre composante verticale y0 sera négative. Donc on aura moins h, ce qui représentera moins 2,0 mètres. Qu'en est-il maintenant de la situation étudiée ? Dans notre exemple, dans notre étude, la balle de golf est située à l'instant t égale 0 au niveau de l'origine du repère. Donc les coordonnées du vecteur position initiale sont vraiment très simples, puisque on aura x de 0 qui sera égal à 0 mètres et y0 qui sera égal également à 0 mètres. Donc voici nos conditions initiales concernant le vecteur position. Reprenons l'image de quelqu'un qui veut lancer un caillou de l'autre côté de la rivière. Un autre paramètre qui va être très important, c'est la vitesse à laquelle on va lancer le caillou. Si on lance très vite, il y a plus de chances d'arriver de l'autre côté. Et puis il y a aussi l'angle de tir. Si on lance le caillou verticalement, un angle de 90 degrés par rapport à l'horizontale, on n'a aucune chance de traverser quoi que ce soit. Ces deux informations, la valeur de la vitesse initiale et l'angle de tir, sont contenus dans notre vecteur vitesse initiale que l'on va noter le vecteur V0. Alors dans notre situation, la balle se trouve initialement au niveau de l'origine de notre repère. On se souvient vaguement de la forme de la trajectoire qui est à peu près comme ça. Et on va donner des valeurs numériques. On va préciser que la valeur de la vitesse initiale est de 75,0 mètres par seconde. Donc c'est la norme de la vitesse initiale. Et puis une autre information primordiale, c'est l'angle de tir qu'on va noter alpha et qui est égal à 11,0 degrés dans notre situation. Alors la première chose à faire, c'est représenter le vecteur vitesse initiale. Donc il va partir de l'origine et puis il va être tangent, puisque c'est la position initiale de notre balle, et puis il va être tangent à la trajectoire, donc il va ressembler à peu près à ça. Voilà, on va dire que je suis à peu près tangent ici. Donc voici notre vecteur V0. Et donc notre but, ça va être de déterminer les composantes de ce vecteur. Dans un premier temps, leurs expressions, et dans un deuxième temps, leurs valeurs numériques. Alors la première chose à remarquer, c'est que ces deux composantes, elles vont être positives. Dans notre cas, effectivement, on s'aperçoit que le vecteur V0, il va vers le haut, donc dans le même sens que l'axe OY. C'est pour cela que la composante V0Y est positive. Notre vecteur vitesse initiale V0, il penche aussi vers la droite, c'est-à-dire dans le même sens que l'axe OX. C'est pour cela que V0X est positif. Alors pour déterminer les expressions de ces composantes, il faut déjà les faire apparaître sur notre schéma. Donc en rouge, ici, la composante verticale de notre vecteur, donc ça va être V0Y, V0Y, et maintenant en vert, la composante horizontale, donc V0X. V0X. Ce qu'on remarque à ce stade-là, c'est que notre vecteur vitesse initiale V0 est l'hypoténuse d'un triangle rectangle, on voit l'angle droit ici, dans lequel V0Y est le côté opposé à l'angle alpha que j'ajoute ici, qui est l'angle de tir, et V0X le côté adjacent à l'angle alpha. Donc ça nous donne envie d'utiliser les fonctions trigonométriques classiques, à savoir le cosinus de l'angle alpha, qui est égal à la longueur du côté adjacent, donc V0X
divisé par la longueur de l'hypoténuse. La longueur de l'hypoténuse, ça va être la norme du vecteur V0, et la norme du vecteur V0, elle est notée V0. En retournant cette relation, on se rend compte qu'on obtient V0x qui est égal à V0, la norme de la vitesse, multiplié par le cosinus de l'angle de tir. On peut procéder de la même manière, mais cette fois-ci avec la fonction sinus. Donc sinus d'alpha dans notre triangle rectangle, c'est la longueur du côté opposé à l'angle alpha, c'est-à-dire V0y, divisé par la longueur de l'hypoténuse, donc la norme de V0. Donc ça nous donne V0y divisé par V0. En retournant cette relation, on trouve V0y égale V0 fois sinus alpha. Passons à l'application numérique. Donc les valeurs de ces composantes, V0, donc on a V0x, V0y. Donc V0x, ça va nous donner plus 75,0 mètres par seconde, multiplié par le cosinus de l'angle qui vaut 11 degrés. Donc attention à bien paramétrer la calculatrice en mode degré, hein, on n'a pas les angles en radians ici. Et puis d'autre part, nous avons V0y qui est égal à plus 75,0 mètres par seconde, multiplié cette fois-ci par le sinus de 11 degrés. Ce qui donne au final deux composantes pour notre vecteur vitesse initiale qui seront égales respectivement, alors pour V0x, c'est 73,6 mètres par seconde, et pour V0y, ce sera 14,3 mètres par seconde, deux composantes qui, dans notre exemple, ont des valeurs positives. Alors, on peut imaginer d'autres situations hein, pour s'entraîner. Par exemple, on imagine qu'on tire notre balle de golf depuis un monticule, hein, donc la position initiale de notre balle en bleu, ici. On peut tracer notre vecteur vitesse initiale V0 comme ceci. Donc voilà notre vecteur vitesse initiale V0. Les composantes de ce vecteur, en rouge, la composante verticale V0y, en vert la composante horizontale V0x, et donc notre angle de tir alpha. Et bien ici ça ne va rien changer du tout, hein. On aura à nouveau notre vecteur vitesse initiale qui aura les composantes qui seront V0x qui est égal à plus V0 cosinus alpha et V0y qui sera égal à plus V0 sinus alpha. Cela vient du fait que la position initiale n'importe pas dans l'établissement des composantes du vecteur vitesse. En fait, cette information elle est déjà contenue dans le vecteur position initiale. Encore une autre situation, on tire toujours notre balle de golf depuis le sommet d'un monticule, ici, mais cette fois-ci on va faire un tir horizontal, c'est-à-dire que notre angle alpha sera égal à 0, donc notre vecteur vitesse initiale sera horizontal également, donc voici notre vecteur V0. Et là, ce qu'il faut comprendre, c'est que notre composante horizontale, on la voit très bien, elle est ici. Hop. On a donc V0x. Et dans cette situation-là, V0y, eh bien, étant donné que notre vecteur est horizontal, V0y sera égal à 0. Donc dans cette situation-là, on va avoir comme composante pour notre vecteur vitesse V0, V0x qui sera égal à plus V0, hein, le sens du vecteur vitesse et le sens de l'axe X sont identiques,
et V0y qui sera égal à 0. Allez, un dernier exemple d'entraînement. On imagine un vecteur vitesse initiale, disons, qui est orienté comme ça. Donc voici notre vecteur initial V0. Avec ces deux composantes, donc la composante verticale, que je vais représenter de ce côté-là, à peu près. Donc ça, c'est V0y. Ici, la composante V0x. Ici. V0x. Et donc notre angle alpha, l'angle de tir, qui est ici. Donc les composantes de notre vecteur vitesse initiale, dans ce cas-là, seront donc V0x, V0y. Alors, posons-nous déjà la question du signe de ces composantes. Pour V0x, on voit que le vecteur V0 pointe plutôt vers la gauche, alors que l'axe OX pointe vers la droite. Les sens sont opposés, cela signifie que la composante V0x sera négative. Ensuite, selon le même principe, on voit que le vecteur V0 a tendance à descendre, entre guillemets, alors que l'axe vertical, l'axe des ordonnées, monte. Donc là aussi, ils sont dans des sens opposés, donc mes deux composantes auront des valeurs négatives. Ensuite, on se place dans notre triangle rectangle, l'angle droit est ici, on écrit nos fonctions trigonométriques, donc cosinus alpha, c'est le côté adjacent, donc ici c'est V0x à nouveau, divisé par la longueur de l'hypoténuse V0. On a aussi sinus alpha qui est égal à V0y sur V0. Et donc le résultat, c'est V0x égale moins V0 cosinus alpha, et V0y égale moins V0 sinus alpha. Voilà, donc un petit résumé. Donc on a notre balle de golf qui se déplace dans un champ de pesanteur uniforme, qu'on note G, qui n'est soumise qu'à son propre poids, le vecteur P. Et donc maintenant on connaît les conditions initiales du mouvement, à savoir sur le vecteur position, donc le vecteur OM0, deux composantes x0 et y0 qui sont toutes les deux nulles dans notre situation. Et en ce qui concerne le vecteur vitesse, donc le vecteur vitesse initiale, vecteur V0, deux composantes, V0x, V0y, les expressions sont plus V0 cosinus alpha, plus V0 sinus alpha, et les valeurs numériques dans notre cas sont 73,6 mètres par seconde pour V0x et 14,3 mètres par seconde pour V0y. Et voilà, nous avons établi nos conditions initiales. Tout ce que nous allons faire ensuite repose sur un grand principe qui est celui du déterminisme scientifique. En résumé, les mêmes causes auront toujours les mêmes effets. Dans notre cas particulier, cela signifie qu'en connaissant précisément les conditions initiales et en connaissant aussi les forces qui agissent sur le système, donc dans le cas de la balle de golf, il n'y en a qu'une, c'est le poids, et bien en connaissant cela, on peut tout prédire sur ce qui va se passer tout au long de notre mouvement à partir de l'instant t égale 0. Tout est déjà déterminé, tout est déjà écrit dans le grand livre de la physique en langage mathématique. Alors attention, il y a toutefois des limites et ce déterminisme scientifique n'est pas absolu. Deux exemples. Le premier, c'est celui des systèmes chaotiques, c'est-à-dire des systèmes mécaniques qui sont très très sensibles aux conditions initiales. Si on modifie un tout petit peu les conditions initiales, le mouvement qu'on va observer ensuite sera complètement différent. Ces systèmes sont très particuliers. Et le problème, justement, c'est que ces conditions initiales, on ne peut pas forcément les connaître avec une précision absolue. Donc on a un système dont le comportement va en quelque sorte nous échapper.
Et oui, parfois une petite modification des conditions initiales peut avoir un énorme impact sur ce qu'on va observer ensuite. L'image que l'on donne souvent, c'est celle de l'effet papillon, c'est-à-dire les battements d'ailes d'un papillon à Tokyo vont provoquer un ouragan aux États-Unis. Petite cause, gros effet. Un autre problème concerne l'infiniment petit, lorsqu'on veut étudier par exemple le mouvement des particules élémentaires, tel un électron. Dans ce cas-là, les lois de Newton que nous appliquons dans notre exemple ne peuvent plus s'appliquer et il faut faire appel aux lois de la mécanique quantique. Et en mécanique quantique, le déterminisme scientifique tel que je l'ai défini précédemment n'a plus lieu. En réalité, en physique quantique, le simple fait d'observer une particule, de mesurer sa vitesse, d'essayer de mesurer sa position, va modifier l'état de cette particule. Donc impossible de prédire les choses avec certitude en physique quantique. La seule chose que l'on peut faire, c'est calculer une probabilité concernant l'état de cette particule. Et voilà, c'est terminé pour cette 4e partie. Merci de l'avoir suivi et à bientôt.